Et cet ordinateur a été développé pour une seule chose. Donc c'était tout simplement envoyer l'homme sur la Lune et piloter la fusée lunaire. Donc c'est ce qui a permis de décrocher les budgets parce que c'est un ordinateur qui a coûté très 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 cher à mettre au point. Donc oui, il faisait la taille de l'armoire qu'il a au fond de la pièce, c'est à peu près ce volume-là. Et c'était quand même, on va dire, je sais pas, aller à la bouche peut-être de 20 fois moins puissant que votre calculatrice. Mais ça suffit pour piloter la fusée pour aller sur la Lune. Et à partir de cet ordinateur est née la micro-informatique moderne, les ordinateurs que vous avez chez vous. Et quand ces ordinateurs-là ont commencé à arriver, il y a eu un homme qui en 1986 a posé des théories et s'est dit tiens, ces ordinateurs on va les utiliser pour essayer de fabriquer des robots parce qu'on a des fortes puissances de calcul. Un certain Rodney Allen Brooks, pour les intimes, qui a créé en fait le premier véritable robot au sens moderne du terme, Fogg, qui était un robot humanoïde et qui est toujours un robot humanoïde, comme il existe toujours aujourd'hui et qui vit sa vie, qui est un robot qui était capable d'apprendre, de s'adapter. Alors c'est pas encore ce qu'on voit dans les films de science-fiction, mais déjà une machine qui est capable d'apprendre des choses et de les restituer, ça a été une révolution et aujourd'hui ça a servi à la haute de base et à quelque chose, déjà un programme, on va dire, qui est très très performant dans un cadre défini. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne sait faire qu'une seule chose. Elle ne sait rien faire d'autre. Par contre, ce qu'elle sait faire, elle le fera mieux que nous. Par exemple, on va aller aux bras qui sont dans les usines et qui vont assembler la voiture. Ce n'est pas forcément que des systèmes automatisés, certains sont équipés d'intelligence artificielle. Parce que le bras va s'adapter pour se positionner exactement comme il faut. C'est des systèmes très performants, mais dans un cadre défini. Ensuite, comme je vous l'ai dit, l'intelligence, elle ne sait faire qu'une seule chose. Rien d'autre. Ce n'est pas la peine de demander à un bras qui fabrique des voitures dans une usine de lui servir un café, il ne saura pas le faire. Ensuite, les intelligences artificielles faibles, c'est une notion très très importante, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'elles sont intelligentes, mais elles ne le sont pas. Elles simulent, elles font semblant, c'est des programmes qui font semblant d'être intelligents. Par exemple, sans doute qu'il y en a peut-être plus qui en ont eu dans nos classes, il y a eu un jeu, un tonnerre il y a quelques années qui s'appelle Furby. Furby, on avait l'impression en fait qu'il apprenait, qu'il évoluait, mais en fait c'était juste le programmeur qui s'était amusé à faire en sorte de lui faire croire que c'était ça, et il était programmé pour faire ça. Donc un Furby, une fait donne l'impression d'intelligence qu'il ne l'est pas. Ensuite, une IAF peut apprendre, mais juste ce pourquoi elle a été programmée pour apprendre. Par exemple, il y en a certaines qui sont programmées pour apprendre les couleurs. C'est-à-dire qu'elles n'imaginent même pas que les sons existent, que les objets existent, ce genre de choses. Ça sait apprendre qu'une seule chose. Il y en a certaines qui peuvent apprendre un peu plus, mais elles ne sont pas forcément très bonnes. Donc, ce qu'on veut de tout ça, c'est que c'est des intelligences qui sont forcément spécialisées, qui sont réduites à une utilisation particulière, qui ne sont pas capables d'aller au-delà. Et c'est des machines qui sont basées sur les statistiques, la probabilité, c'est-à-dire, tiens, il y a tant de chances que tel événement se produise. Autrement dit, le Furby dont on parlait tout à l'heure, quand on le gratouillait sur la tête, et ben, il estimait qu'il y avait tant de chances qu'après on le gratouille sur la joue, et donc à partir de là, il sortait une réaction qui avait été programmée par les informaticiens. Donc les applications, en fait, il y en a plusieurs, en fait, j'en ai même une infinité. Déjà, la première phase qui a motivé le développement de ces systèmes, c'est l'armement. C'est pas très traité, mais comme ça, c'est les systèmes de pilotage des missiles. C'est pas super lié, mais surtout beaucoup plus sympa au niveau des jeux vidéo. Par exemple, quand vous jouez contre la machine, vous voyez bien qu'il y a plusieurs types de jeux. Il y a des jeux quand vous faites un tableau ou un monde, c'est toujours pareil. Et il y a des jeux vidéo qui s'adaptent à votre façon de jouer. Les jeux vidéo qui s'adaptent à votre façon de jouer, il y a des IAF à l'intérieur.
Donc par exemple, je pense notamment aux jeux de course automobile où il y a énormément de travail sur les IA faibles pour que quand on fait la course avec les autres voitures, avoir l'impression que les autres ont vraiment envie de gagner alors qu'ils sont programmés pour perdre. Je pense que vous êtes bon ou pas. Après, il y a aussi dans l'industrie. Dans l'industrie, l'avantage d'une IA faible par rapport à un automate, c'est-à-dire qui répète une tâche systématiquement la même, alors qu'une IA faible va s'adapter, c'est que notamment, il y a une marge de tolérance. C'est-à-dire que l'IA faible, elle ne va pas avoir besoin de telle pièce se situe exactement à tel endroit pour pouvoir l'attraper et l'utiliser, mais elle va s'ajuster, elle va réussir à reconnaître la pièce et à l'attraper comme il faut. Donc dans l'industrie, c'est forcément beaucoup plus intéressant parce que les machines ont besoin d'être moins précises et une machine qui n'est pas précise, c'est moins cher qu'une machine précise. Donc il y a beaucoup de travail au niveau de l'industrie à ce niveau-là. Aussi dans le business, il s'agit de faire de l'argent, ça peut être intéressant d'avoir des systèmes qui sont intelligents et qui étudient plein de données, on appelle ça la business intelligence. Donc bon, c'est pas compliqué, mais c'est des programmes qui regardent un peu la bourse et ces choses-là. Pour faire des choses. Et surtout, dans nos vies. Dans notre vie, au quotidien, partout, par exemple, je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des téléphones portables. Ces téléphones portables passent par des relais, par des systèmes satellites. Et alors, on va dire, oui, mais le satellite, il a besoin d'être intelligent pour pouvoir transmettre la communication. Si, parce qu'il va chercher toujours ce qui est le moins coûteux, le chemin qui va consommer le moins d'énergie et le moins d'argent, c'est-à-dire les fils électriques par lesquels on passe votre maison. Et tout ça, c'est des programmes qui font des recherches, des programmes qui cherchent la façon la plus rentable possible. Donc ça, c'est pour les IA faibles, c'est comme spécialisé, et pour une chance, c'est pour les programmeurs de la c'est un domaine où ça fait très peu de temps que les chercheurs croient que ça existera. On va dire il y a encore 10 ans, les chercheurs, ils essayaient même pas de travailler sur les IA fortes, à part Rodney Brooks, parce qu'on disait qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles ça ne marcherait pas, les ordinateurs n'étaient pas assez puissants, c'était trop compliqué, et puis l'esprit humain ne soit pas bloqué, tout ça. Mais depuis 10 ans, les choses sont en train de changer, et donc en fait on a défini ce que c'était qu'une IA forte. Une IA forte, contrairement à une IA faible, déjà elle a un comportement intelligent, c'est-à-dire que quand elle travaille, ce qu'elle fait a une certaine logique. Une intelligence faible, elle va assembler une voiture, elle va attraper une pièce, mais elle ne va pas par exemple déplacer une pièce pour en prendre une autre parce que ça la gêne. Une IA forte, si quelque chose la gêne, elle va déplacer ce qui la gêne pour aller chercher ce qui l'intéresse. C'est déjà une première chose qui caractérise les IA fortes. Deuxième chose, l'IA forte dans le sens noble du terme, c'est une machine qui se rend compte de son existence, c'est-à-dire qu'il n'est pas un objet qu'on éteint. Une IA forte, elle a conscience de son existence, et à partir du moment où elle se rend compte qu'elle existe et qu'elle réfléchit, c'est difficilement tolérable pour elle d'être attendue, c'est comme tiens, moi je déteste, tu m'embêtes. Donc une IA forte, en fait, est beaucoup moins docile qu'une IA faible. Autre chose, c'est qu'une IA forte, elle se comprend elle-même. C'est-à-dire qu'on a vu qu'elle est capable d'élaborer des raisonnements logiques, c'est-à-dire déplacer un objet pour aller en attraper un autre, mais elle est capable aussi de comprendre ce que ça signifie. En fait, ce que ça signifie, c'est qu'elle est capable de faire des prédicats, c'est-à-dire elle est capable de se dire, en déplaçant tel objet, je vais pouvoir accéder à tel autre. Et ça, c'est une différence très importante d'une IA faible pour être programmée pour aller déplacer un objet pour attraper l'autre. Une IA forte, elle l'a décidé elle-même et elle a mis elle-même au point ce raisonnement. C'est-à-dire qu'elle est capable de prédire en quelque sorte l'avenir pour pouvoir faire ce qu'elle veut faire. C'est-à-dire l'avenir comme vous, quand par exemple vous voyez la chaise que vous laissez pour vous asseoir dessus, vous prédisez que vous n'allez pas passer à travers la chaise. Que vous allez bien vous asseoir dessus. Donc ces machines-là sont aussi capables de faire des prédicats. Ensuite, une IA forte, pour résumer, contrairement à une IA faible, ça sert à rien.